Chapitre 1. Les frères de Mowgli. Avec Chil le Milan vient la nuit, qu'affranchit Mang, la chauve-souris. Les troupeaux dans l'étable à l'abri, nous rôdons en silence à minuit. Oui, place à l'orgueil, à la puissance. Oh, crocs, cerfs, griffes, vous vous servez. À vous tous, ô chasseurs, bonne chance. Qui la loi de la jungle observez. À 7 heures, par une soirée très chaude, dans les monts de Seoni, Père Loup, qui s'était reposé toute la journée, se réveilla, se gratta, bâilla et détendit ses pattes l'une après l'autre pour chasser la torpeur dont leurs extrémités étaient encore engourdies. Merlouve était couché, son gros museau gris enfoui parmi ses 4 louveteaux turbulents et couineurs. Le clair de lune se glissait par l'entrée de la grotte où ils vivaient tous ensemble. « Waouh !» lâcha Père Loup. « Il est l'heure de repartir à la chasse. » Il s'apprêtait à s'élancer de sa butte lorsqu'une petite ombre à queue touffue franchit le seuil de la grotte et geignit. « Bonne chance à toi, grand chef des loups. Bonne chance à tes nobles enfants. Qu'ils aient de solides crocs blancs et n'oublient jamais ceux qui en ce monde ont faim. » C'était le chacal, Tabaqui, le pique-assiette. Or, les loups, en Inde, méprisent Tabaqui, une mauvaise langue qui passe sa vie à semer la zizanie et à fourrager dans les tas d'ordures des villages, à la recherche de guenilles et de bouts de cuir. Mais ils le craignent aussi, car, plus que quiconque, Tabaqui est sujet à des crises de rage. Il oublie alors qu'il ait jamais eu peur et sillonne la forêt, en mordant tout ce qu'il trouve sur son passage. On voit le tigre lui-même courir se cacher quand la rage s'empare du petit Tabaqui. Chez les bêtes sauvages, il n'est pire horreur en effet que la rage. Nous parlons d'hydrophobie, mais elle l'appelle Diwani, la folie, et s'enfuit. « Si tu veux jeter un œil, entre, dit Père Loup d'un ton sec. Mais il n'y a rien à manger ici. Peut-être pas pour un loup, dit Tabaqui, mais pour le modeste individu que je suis, l'os le plus décharné est encore un festin. Ce n'est pas à nous autres, les guidurlogues, les chacals, de faire les difficiles. » Et il fila jusqu'au fond de la grotte, où il dénicha un os de cerf sur lequel il restait encore un peu de viande. Il s'assit là, tout à la joie d'en croquer l'extrémité. « Merci 1000 fois de cet excellent repas, dit-il en se pourléchant. Qu'ils sont beaux, ces nobles enfants, comme ils ont de grands yeux. Quand on pense qu'ils sont encore si jeunes. Mais que je suis bête. J'aurais dû me rappeler que les enfants de rois sont d'emblée de vrais hommes. » Tabaqui savait évidemment, comme tout le monde, qu'il n'est rien qui porte davantage malheur que de complimenter les enfants devant eux. L'embarras qu'il lisait chez Mère et Père Loup le comblait de joie. Campé sur son séant, Tabaqui demeura un moment silencieux, à savourer son mauvais tour, avant de lancer perfidement. « Shere Khan, le puissant, a changé de terrain de chasse. À ce qu'il m'a dit, c'est par ici, sur ces monts, qu'il va chasser jusqu'à la prochaine lune. » Shere Khan était le tigre qui vivait sur les bords de la Waingunga. Waingunga, rivière qui signifie flèche d'eau, à une 30aine de kilomètres de là. « Et de quel droit ?» répliqua Père Loup avec colère. « La loi de la jungle lui a interdit de changer de territoire sans préavis. Il va effrayer tout le gibier à 4 lieues à la ronde. Or, moi, il faut que je tue pour 2 en ce moment. » « Ce n'est pas pour rien que sa mère l'a surnommé l'Hungry, le boiteux, dit Merlouve posément. Il est né avec une patte folle, ce qui explique qu'il n'a jamais tué que des vaches. Maintenant, les villageois de la Waingunga sont furieux contre lui, et il vient ici pour que les nôtres le deviennent à leur tour. Ils vont écumer la jungle à sa recherche. Lui, il sera déjà reparti. Mais nous et nos enfants, nous n'aurons plus qu'à fuir quand ils mettront le feu aux herbes. Ah, on peut le remercier, Shere Khan. « Dois-je lui transmettre vos remerciements ?» dit Tabaqui. « Dehors !» clama Père Loup. « Retourne chasser avec ton maître. Tu as déjà fait assez de dégâts pour ce soir. »« Je m'en vais, » dit tranquillement Tabaqui. « On entend Shere Khan d'ici. Il est en bas, dans les fourrés.
J'aurais pu m'épargner la peine de vous apporter le message. » Père Loup tendit l'oreille. En contrebas, dans la vallée dont les pentes menaient à une petite rivière, il entendit le geignement sec, hargneux, rageur et lancinant d'un tigre bredouille, qui se moque que toute la jungle soit au courant. « Quel imbécile !» dit Père Loup. « Entamer une nuit de chasse par un vacarme pareil. Il s'imagine peut-être que nos cerfs ressemblent à ces gros bœufs de la Waigunga. » Chut. Ce soir, ce ne sont ni des bœufs, ni des cerfs qu'il chasse, dit Mirlouve. C'est l'homme. La plainte s'était transformée en une sorte de ronronnement, de bourdonnement, qui semblait provenir des 4 points cardinaux à la fois. C'était le bruit qui désoriente, bûcherons et vagabonds, dormant à la belle étoile, et qui les fait, parfois, se jeter dans la gueule du tigre. « L'homme !» s'exclama Père Loup, en découvrant tous ces crocs étincelants. « Pouah ! Il n'y a donc pas assez d'insectes et de grenouilles dans les citernes, qu'ils doivent aussi manger l'homme, et qui plus est, sur notre propre territoire ?» La loi de la jungle, qui ne prescrit jamais rien sans raison, interdit à toute bête de manger l'homme, sauf s'il s'agit pour elle de montrer à ses petits comment tuer, auquel cas elle est tenue de chasser hors des terrains de chasse de sa meute ou de sa tribu. La véritable raison en est que tout meurtre d'homme signifie qu'on voit arriver, tôt ou tard, des hommes blancs, juchés sur des éléphants et armés de fusils, et des centaines d'hommes bruns, munis de gongs, de fusées et de torches. Tout le monde, alors, en pâtit dans la jungle. Même les animaux, entre eux, expliquent qu'il est déloyal de s'attaquer à l'homme, le plus faible et le plus vulnérable de tous les êtres vivants. Ils ajoutent, à juste titre, qu'à manger l'homme, on attrape la gale, on perd ses dents.